Une autre hypothèse importante dans le courant rationaliste est que c'est que le fait que chaque individu poursuive son intérêt individuel, eh bien, cela permettrait d'atteindre l'intérêt général. L'intérêt général, dans le courant rationaliste, euh, est considéré comme la somme de la réalisation des intérêts individuels. Ce postulat, qui va bien entendu euh, connaître quelques sophistications mathématiques, avec notamment le théorème de Pareto et de la loi des 20-80, et avec le développement des statistiques et notamment ce qu'on appelle la loi normale, qui considère que devant un phénomène ou dans un phénomène de distribution, euh, la majorité des observations va être autour de, ou va se positionner autour de la médiane. Et que à partir de là, les cas extrêmes qu'on peut enfin, décrire en sciences économiques comme les cas de richesse extrême ou de pauvreté extrême seront toujours euh, des cas limités en nombre. Euh, donc cette idée euh, donc de l'intérêt général obtenu par la somme des intérêts individuels, eh bien, euh, de jeunes mathématiciens américains vont la remettre en cause à partir, surtout dans la première moitié du XXe siècle, dans un courant qu'on va appeler le courant de la théorie des jeux. Alors, la théorie des jeux, il faut peut-être le souligner, ne propose pas un nouveau modèle de rationalité. La théorie des jeux remet en cause euh, le, la rationalité telle que définie par les économistes pionniers. Et donc, on va commencer à, je le mets entre guillemets, à s'amuser, à montrer globalement qu'Adam Smith avait tort et que notamment la richesse de toutes les nations ne se réalise pas à travers la poursuite de chaque nation de ses objectifs de richesse. Le, peut-être le cas le plus connu hein, au niveau de la théorie du jeu, c'est ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier c'est un cas qui a été imaginé de manière à ce que l'on démontre euh, que la poursuite de la réalisation des intérêts individuels n'aboutira pas finalement à un intérêt général. Et justement, alors le cas est le suivant. Deux suspects seraient arrêtés par la police aux États-Unis, mais les agents qui les ont arrêtés n'ont pas assez de preuves pour pouvoir les inculper. Et donc, ils les interrogent en cherchant à obtenir des aveux et en même temps à négocier. Euh, Comme vous le voyez souvent dans les films américains, le système américain est un système basé sur la négociation. Donc, la personne qui avoue et qui aide la police à inculper euh, son, euh, bon, son associé du crime, eh bien, il peut obtenir euh, parfois même l'acquittement et au moins un allègement de sa sentence.
Donc, ce qui est dit à à chacun des personnes, à chacune des personnes mises en cause, c'est que si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, tu seras remis en liberté et l'autre écopera de 10 ans de prison. Si tu le dénonces et lui aussi fait la même chose, dans ce cas, les 10 ans de prison vont être répartis entre vous deux. Mais si personne ne se dénonce, eh bien, dans ce cas, vous aurez tous deux 6 mois de prison. Alors pourquoi c'est 6 mois de prison? Parce que les deux auraient résisté lors de leur résisté à leur arrestation. Donc, à partir de là, les deux, les deux malfrats, si vous voulez, ont une meilleure solution, la meilleure solution individuelle, c'est celle de se dénoncer et de dénoncer chacun son complice. À partir de là, ils vont pouvoir espérer justement bénéficier de l'acquittement et voir le complice écopé de 10 ans de prison. Le problème, c'est que s'ils sont tous les deux rationnels, eh bien, ils vont tous les deux se dénoncer et cela finit par 5 ans de prison chacun. Tandis que s'ils ne sont pas tous les deux rationnels, c'est-à-dire que s'ils arrivent à se faire confiance et à ne pas se dénoncer l'un et l'autre, eh bien, c'est dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, qu'ils arrivent à un intérêt général pour eux, tous les deux, consistant à n'obtenir que 6 mois de prison chacun. Donc, le cas est fait de manière à montrer que la poursuite de l'intérêt général finit par avoir, pardon, la poursuite de l'intérêt individuel de chacun finit par avoir une situation qui est complètement contraire à l'intérêt général. Le deuxième cas, c'est un cas dont je vous montre ici une explication un petit peu ludique sur YouTube que vous pouvez regarder. Euh, et ce cas, c'est le théorème, enfin le deuxième cas, la deuxième critique, elle est portée par le théorème de Nash. Le théorème de Nash, son principe, il est simple. Il est que face à une situation de conflit d'intérêts, le meilleur moyen pour l'ensemble des acteurs, c'est de, entre guillemets, laisser tomber le cas, enfin l'option ou l'alternative la plus avantageuse et d'accepter des alternatives moindres qui permettraient d'éviter notamment dans les relations entre les pays, les guerres commerciales. Euh, Ce cas-là a été, enfin, ce théorème-là, il a été, il faut le dire, à la base des négociations des accords du GATT. Les accords du GATT, ce sont les accords qui ont été euh, à l'origine de la création de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et qui a consisté à ce que chaque pays ou chaque groupement de pays, notamment par exemple l'Union européenne, ou chaque pays, chaque grand pays comme les États-Unis ou le Japon, ou, eh bien, chaque
chacun de ces pays accepte de ne plus chercher à dominer tous les marchés commercialement et qu'il accepte à ouvrir ses frontières euh, pour des produits provenant de pays qui sont plus compétitifs que lui en ce qui concerne la production de ces marchandises-là. Et en contrepartie, il va obtenir aussi pour ses produits à lui, où il est le plus compétitif, une ouverture des autres marchés des autres pays du monde. Euh, Autrement, si chaque pays cherche à dominer tous les marchés, eh bien, on va vers la guerre commerciale. Et cette guerre commerciale ne serait à, euh, à- euh, ne servirait l'intérêt de personne. Pourtant, dans une logique de poursuite de l'intérêt individuel et uniquement l'intérêt individuel, tout le monde devrait poursuivre l'objectif de la domination de tous les marchés. Eh bien, finalement, quand on va dans le sens de l'activation de la confiance, l'activation de la négociation, l'activation de l'acceptation des intérêts de l'autre et non seulement de ses propres intérêts, eh bien on arrive effectivement à un point d'équilibre différent de l'équilibre optimal voulu par les économistes classiques et par les rationalistes. Euh, je, je vous laisse ce lien que vous pouvez regarder, qui est tiré d'un film. Le film s'appelle Un homme d'exception, qui raconte l'histoire de John Nash et d'une manière ou dans un style cinématographique euh, très intéressant et très esthétique, vous comprendrez un peu le principe du théorème de Nash.